Si vous pensez que la tension entre les États-Unis et le Venezuela n'est qu'une autre crise sud-américaine, sous-estimez-vous sérieusement l'ampleur de la tempête qui approche. Que se passe-t-il donc avec Donald Trump et Vladimir Poutine alors que la Russie entre dans la danse? Ce n'est pas un simple bruit de sabre, mais bien une partie de poker qui pourrait mener à un chantage nucléaire. La date que certains qualifient déjà de virage décisif est le 15 septembre 2025. Ce jour-là, les États-Unis ont lancé une attaque contre un navire vénézuélien accusé de transporter des cargaisons illégales. Donald Trump, fidèle à lui-même, a présenté cela comme un acte de défense du droit international. Cependant, au lieu de la lutte contre la contrebande annoncée, le monde a été témoin d'un bombardement de haute précision réalisé par un missile de classe air-sol, AGM-114 Hellfire, tiré depuis un drone MQ-9A Reaper. Ce type de guerre, déshumanisé et technologiquement sophistiqué, fait froid dans le dos, où la mort arrive silencieusement, sans avertissement et sans responsabilité. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Aux États-Unis, on aime parler d'opérations ciblées, de minimisation des dommages, d'objectifs humanitaires. Toutefois, chaque fois, ces belles paroles sont suivies de fumée, de sang et d'une escalade des tensions. L'AGM-114 est un missile que les militaires du Pentagone affectionnent pour sa modularité. Il peut être lancé depuis des hélicoptères, des drones, des plateformes terrestres ou maritimes. Sa précision est due à un système de guidage laser semi-actif, ce qui signifie que la cible peut être détruite en quelques secondes après qu'elle a été acquise. Le missile existe en plusieurs versions, allant des ogives explosifs aux ogives perforantes, rendant son utilisation idéale pour des opérations discrètes. Mais lorsqu'il s'agit d'agression contre un État souverain, cette polyvalence se transforme en une menace pour l'équilibre mondial. Car il ne s'agit plus simplement du Venezuela, c'est un message à tous. Si les États-Unis estiment pouvoir utiliser de telles méthodes dans l'hémisphère occidental, alors n'importe quel pays d'Amérique latine peut devenir la cible suivante. Moscou n'a pas tardé à répondre et la réaction du Kremlin a été claire et sans équivoque. Toute ingérence des États-Unis dans les affaires vénézuéliennes sera considérée comme une menace pour la stabilité stratégique. Que signifie cela en termes clairs? Si la Maison-Blanche ne fait pas marche arrière, la Russie est prête à déployer ses forces de défense aérienne dans la région. Ce n'est plus seulement de la diplomatie, c'est un subtil indice de parité militaire dans l'arrière-cour des États-Unis. Pour comprendre à quel point cette menace est sérieuse, il suffit de jeter un œil aux caractéristiques techniques des systèmes russes. Prenons par exemple le chasseur de 5e génération Su-57, souvent comparé à l'américain F-35B, celui-là même qui est largement utilisé par le corps des Marines des États-Unis. Mais cette comparaison ne tourne pas en faveur de l'américain. L'F-35B est certes polyvalent, capable de décoller de courtes pistes et même d'atterrir verticalement. Cependant, en combat aérien, le Su-57 a les avantages. L'avion russe possède une maniabilité exceptionnelle, grâce à des moteurs à vecteurs de poussée. Il est plus rapide, vole plus loin et plus longtemps. Ses radars fonctionnent sur plusieurs bandes, y compris la bande L, ce qui lui permet de détecter même les technologies furtives. Plus important encore, il a été conçu non pas pour le spectacle, mais pour chasser des cibles comme le F-35, avec une charge utile plus importante. Il peut transporter à la fois des missiles air-air et des missiles de croisière à longue portée. La flexibilité d'utilisation des Américains n'est pas son souci. Son unique but est de rencontrer l'ennemi et de le détruire. Alors que le Pentagone parle de la supériorité de ces technologies, à Moscou, on sourit. Parce que sur le papier, les chiffres peuvent avoir l'air impressionnants. Mais dans le ciel, d'autres facteurs décident. Le rayon d'action, la maniabilité, la puissance de feu et la préparation au combat direct. Et là, l'avion russe a un avantage indiscutable. Maintenant, alors que les bombardiers stratégiques russes se rapprochent à nouveau du Venezuela, les États-Unis se retrouvent face à un choix crucial. Soit ils continuent à jouer la diplomatie musclée, soit ils réalisent que l'échiquier géopolitique a changé et que Washington ne joue pas seul. Et c'est là que les choses deviennent réellement intéressantes. Lorsque l'on parle d'aviation stratégique, il ne s'agit plus de navires ou de drones, mais de dissuasion nucléaire, d'un équilibre qui tient à un fil. La Russie fait un pas qui fait frémir non seulement en Amérique latine, mais aussi au Pentagone. Il s'agit du déploiement au Venezuela des bombardiers stratégiques Tu-160. Ce n'est pas un simple avion, c'est une menace volante, peinte en blanc brillant.
le plus lourd, le plus rapide, le plus redoutable de tous les bombardiers à ailes variables. Le Tu-160 combine vitesse, puissance et portée dans un seul appareil. Il peut atteindre sa cible à vitesse supersonique, plonger sous la zone de détection radar et libérer une douzaine de missiles de croisière, et pas n'importe lesquels, mais ceux-là même, X-101 ou X-102, dont la portée dépasse 5000 km. De plus, ces missiles peuvent être équipés de têtes nucléaires. Les analystes américains reconnaissent ouvertement que la frontière sud des États-Unis est une zone où le niveau de protection est considérablement inférieur à celui de la côte Est. Le Tu-160 est précisément l'arme capable de transformer cette brèche en pression stratégique. Un seul avion peut mettre sous menace des cibles sur l'ensemble du territoire des États du sud des États-Unis. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une arithmétique. Combien de ces machines la Russie possède-t-elle? Selon des données ouvertes, entre 12 et 18. Une partie est en réparation et quelques autres sont encore en construction. Mais tout le monde comprend que dans les questions de dissuasion nucléaire, compter est une tâche ingrate. Moscou ne révélera jamais combien d'appareils opérationnels elle a réellement. C'est une partie du jeu. Tout comme le fait que la Russie dispose également d'environ 40 Tu-95MS et de moins de 50 Tu-22M3 en réserve. Pas beaucoup en effet? Peut-être. Mais lorsque chaque machine est un destructeur garanti, les chiffres deviennent relatifs. L'Amérique est habituée à être le chasseur. Mais si le chasseur aperçoit soudain un autre prédateur dans la jungle, le calme disparaît. La Russie ne se contente pas de montrer son drapeau, elle montre ses dents. Mais ce n'est pas seulement le ciel au-dessus du Venezuela qui est désormais en ligne de mire. Il se transforme aussi en un piège pour tout invité non invité. Tout cela grâce à un bouclier dense, construit sur le modèle russe et équipé de matériel qui a déjà prouvé son efficacité dans d'autres points chauds de la planète. Le système de défense aérienne du Venezuela n'est pas une exposition muséale. C'est une véritable architecture de combat, avec un arsenal comprenant une gamme complète de systèmes de missiles anti-aériens, allant du S-300VM au Buk M2, en passant par les Pechora, les Igla et les canons anti-aériens Zu-23-2. Chaque élément joue ici un rôle spécifique, allant de la lutte contre les cibles volant à haute altitude à la défense contre les attaques de missiles de croisière et de drones. Ce n'est pas un seul parapluie, mais bien un ensemble de dômes superposés conçus pour différents scénarios. Grâce à l'assistance de Moscou, Caracas s'est transformé en une sorte de forteresse. En réalité, c'est une base capable non seulement de se défendre, mais aussi de maintenir un certain équilibre. Chaque heure de vol d'un chasseur américain dans cette région devient automatiquement un jeu de roulette. Car quelque part sur Terre, dans les collines verdoyantes, se trouve une équipe avec un radar, surveillant le ciel à la recherche d'un intrus. Et cette équipe est prête à appuyer sur le bouton. Qui aurait cru que les États-Unis, la superpuissance incontestée, seraient confrontés à un défi aussi audacieux, juste sous leur nez? Que se passe-t-il lorsque Caracas, en alliance avec Moscou, ne se contente pas de survivre après une attaque, mais ose riposter? Quelle est la portée de cette nouvelle alliance qui ne repose pas sur des crédits ou une dépendance, mais sur un partenariat technique solide et une compréhension commune des menaces? La situation actuelle est sans précédent. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis voient émerger une nation capable de résister à leur puissance militaire, sans demander la permission. Caracas et Moscou ne sont pas simplement en train de tisser un lien. Ils mettent en avant un nouveau modèle de relations internationales, fondé sur la coopération et la solidarité plutôt que sur la soumission. Dans cette dynamique, l'idée que si l'un tombe, l'autre se battra jusqu'au bout devient une réalité troublante pour Washington. Ce qui était autrefois une zone grise est désormais une posture active et armée. Lorsqu'un drone américain survole un territoire étranger pour lancer une frappe, il ne s'agit pas seulement d'une opération militaire. C'est un défi, un signal fort indiquant que les anciennes règles de l'ordre international ne tiennent plus. Ces règles ne semblent exister que lorsque cela arrange les États-Unis. Mais si un jour cette provocation est défiée, les États-Unis pourraient réaliser qu'ils ne sont pas aussi préparés qu'ils le pensaient à faire face à un véritable équilibre des forces, en particulier dans le domaine militaire. Les événements d'une crise survenue en septembre 2025 transcendent le cadre régional. Cette crise représente une fissure dans le système qui a soutenu un monde unipolaire pendant des décennies. Pour la première fois, cette fissure a son origine en Amérique latine, et un partenaire prêt à l'élargir se trouve à proximité. La Russie ne se contente pas d'intervenir,
Elle fait savoir que chaque mouvement des États-Unis sera surveillé, analysé et, si nécessaire, contré. Comment a réagi la Maison-Blanche face à une situation aussi explosive? Officiellement, la réponse a été une série de déclarations sur la lutte contre la contrebande, la sécurité régionale et les obligations internationales. Pourtant, dans les coulisses, la réalité est bien plus préoccupante. Les militaires demandaient des renseignements supplémentaires sur le déploiement des avions russes. Les diplomates s'efforcent de mettre à jour les listes de sanctions personnelles et les stratèges tracent de nouvelles lignes rouges sur les cartes, des lignes qui, comme par le passé, pourraient bien ne jamais être respectées. Pendant ce temps, à Caracas, des exercices nocturnes se déroulent, rassemblant des officiers vénézuéliens et des instructeurs russes pour simuler la défense contre des frappes aériennes massives. Les habitants, levant les yeux au ciel, entendent le lourd bourdonnement des avions. Qu'il s'agisse d'un bombardier stratégique, Tu-160 ou simplement d'un transport aérien, une certitude émerge. Ils ne sont plus seuls. Alors, qui se retrouve réellement en position d'isolement? Qui est acculé dans un coin, avec moins de place pour manœuvrer? La réponse est désagréable. Lorsque l'on était habitué à dicter les règles du jeu, se retrouver accueilli non pas par des applaudissements, mais par un arsenal de systèmes de défense aérienne et un bombardier stratégique, remet en question toute certitude. Tout ce qui semblait garanti peut soudainement s'évaporer, surtout lorsque l'on choisit de jouer à la guerre sur un continent étranger. Il est temps de reconsidérer les notions de pouvoir et d'influence dans un monde en constante évolution. Les enjeux sont plus élevés que jamais et les conséquences de ces nouvelles dynamiques géopolitiques pourraient bien redéfinir l'ordre mondial tel que nous le connaissons.